Bien, mes camarades, il est tard, il est même très tard, et vous avez écouté des oratrices et des orateurs talentueux, nombreuses et nombreux, qui se sont succédés. Et je sais qu'un train nous attend à 18h48, mais on me signale que la gare n'est pas loin, et il sera à l'heure, mais pas loin. Je vais donc aller, me passant des remerciements traditionnels qui ont déjà été faits et auxquels je m'associe, à l'essentiel, répondant au moment dans lequel nous sommes, qui est, je crois, une veillée d'armes, le commencement d'une épreuve de force avec le président de la République. Je ne parlerai pas de François Bayrou, il appartenait déjà au passé avant même d'être nommé Premier ministre. Il va y retourner très bientôt. Est-il besoin encore de commenter devant vous la conférence de presse du Jean-Claude Duss de la politique qui s'est dit, après tout, rentrant de vacances sur un malentendu, il y a moyen de conclure. Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Non, mes amis, les regards des Français, vous qui êtes dans cette salle, celles et ceux qui nous regardent et qui nous suivront à travers la presse, le regard des Français, il est tourné, et c'est la Ve République qui le veut, vers le président de la République. Car lui seul compte en cette circonstance. Nous ne savons pas quel choix, quel casting il fera dans quelques jours au lendemain du vote de défiance qui sera infligé à François Bayrou, mais nous savons déjà quelle est son intention. Elle est constante depuis le départ. Préserver son bilan, rien que son bilan, tout son bilan, quoi qu'il en coûte démocratiquement d'ailleurs. Je disais épreuve de force parce que vous allez entendre dans les jours, les heures et les semaines qui viennent un appel au compromis. Vous savez, cette idée qu'on pourrait mettre ensemble dans un même gouvernement des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, mais qui se réunissent par la seule volonté de vouloir exercer le pouvoir ensemble par opportunisme. On a déjà essayé, ça s'appelle le macronisme. On nous donnera dans les jours qui viennent des leçons de stabilité, mais mes chers camarades, mes chers amis, la stabilité, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne stabilité, celle que nous proposons au pays pour rétablir les services publics, pour engager la bifurcation écologique dans la durée, pour faire la 6e République et rendre des droits démocratiques à nos concitoyens, pour sauver nos emplois industriels, pour refonder, révolutionner l'école de la République. Et puis il y a la mauvaise stabilité. Non, ce n'est pas une bonne stabilité d'avoir M. Retailleau au ministère de l'Intérieur. Non, ce n'est pas une bonne stabilité d'avoir des cabinets ministériels gangrénés par des lobbyistes de la FNSEA. Non, ce n'est pas une bonne stabilité que d'infliger l'austérité. Et puis, ils nous feront aussi des leçons de responsabilité. Mais vous les connaissez mieux que moi. Je crois, la vérité nous oblige à le dire, que dans un moment qui serait rationnel et démocratique, tout nous pousserait à préparer maintenant une arrivée au pouvoir dès le 8 septembre au soir. Voilà, mais M. Macron est un homme dangereux. Il a démontré en 8 ans sa capacité à piétiner brutalement le Parlement, les organisations syndicales unies au moment de la réforme des retraites dont il a méprisé jusqu'à l'avis et la volonté de concertation. Et bref, tout ce qui fait, d'autres en ont parlé ici, tous ces corps intermédiaires qui font vivre la vitalité démocratique d'un pays. Il est instable. Il peut dire tout et son contraire. Changer tel un mauvais acteur d'un mauvais théâtre de registre, avec la voix grave, évidemment, parce que quand même, il faut faire président de la République, mais enfin capable de dire tout et son contraire. Mais il a une constante sincère, c'est que l'entièreté de sa politique vise uniquement à servir les plus riches, les plus fortunés, les plus privilégiés de notre société. Et c'est le corollaire, à faire payer l'addition aux classes moyennes et aux classes populaires. Parce que choisir le parti des riches, c'est choisir d'appauvrir, d'exclure, de diviser la nation. Notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Eh bien, nous, réunis dans cette salle, nous nous battrons de toutes nos forces pour que quitte le pouvoir des gens qui ont en réalité comme vision des choses et de la République marche ou crève. Il n'est question qu'ils s'en aillent et le plus vite possible. En réalité, lui et ses amis manquent à leur devoir républicain. Ils ne sont pas les garants de l'intérêt général. Ce sont des séparatistes de classe, des zélateurs du MEDEF. Les Français ont besoin, à la tête de l'État, de gens qui ne se fixent pas comme objectif d'être les caniches de Vincent Bolloré, de Sterrin, de Bouygues et des autres.
Et ils ont trouvé d'ailleurs en M. Bardella, on l'a vu au MEDEF il y a quelques jours, un imitateur fidèle, quoique lui aussi peu talentueux. Vous voyez cette collusion, qui en rappelle d'autres dans l'histoire, entre l'extrême droite raciste et nationaliste et le grand patronat, le RN aujourd'hui et l'assurance tout risque du MEDEF. Mais j'en reviens au président de la République, je n'ai que 10 minutes et nous devons concentrer l'effort sur celui face à qui nous devrons proposer une alternative. Emmanuel Macron est un accélérateur à l'eupénisme, tant par sa politique qui crée misère et désespoir, que par la machine verbale et politique qu'il a enclenchée pour reprendre un à un les thèmes et les termes du Rassemblement national. Nous l'avons vu quand il a été prêt, au soir d'une dissolution, à confier le pouvoir à l'extrême droite. Nous l'avons vu au moment de la loi immigration, Darmanin, Ciotti, co-construite avec la droite radicalisée et avec l'extrême droite. Alors, mes chers amis, nous savons, et c'est peut-être l'enjeu le plus essentiel de ce qui nous réunit ici, de ce qui nous lie à nos autres partenaires en dépit de tout, nous savons que sur nos épaules repose le poids d'une digue à reconstruire et d'un espoir à ressusciter. Au cœur de tout rendez-vous démocratique, de toute bascule historique, il y a deux dynamiques, la peur et l'espoir. La peur, elle est là, elle nous ronge tous les jours. Celle, évidemment, d'autres en ont parlé de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, mais la peur de ce dérèglement, de ce réchauffement climatique qui s'amplifie, qui s'accélère et qui désormais est devenu une donnée essentielle de nos vies. La peur, d'autres en ont parlé aussi, du repli identitaire et raciste qui gangrène tout dans les médias, dans la société. Et oui, pourquoi ne pas le dire aussi dans un certain nombre de corps qui devraient y échapper, comme la police. L'espoir, nous avons su le soulever et je veux saluer Lucie qui a incarné cet espoir quand nous avons décidé ensemble de gouverner. Et moi, je vous le dis, je ne veux pas me résigner, je ne veux pas m'arrêter ni aux provocations de quelques-uns, ni aux désespérants messages de quelques autres. À partir de là et de ce constat, nous qui sommes ici les unitaires, 3 défis, je crois, s'imposent à nous. Réunir, réparer le pays, transformer la société. Réunir, je disais, nous sommes des unitaires, optimistes par volonté, lucides par raison. Nous voulons, ça a été dit là aussi, l'union en entier, pas à moitié. Et je le dis, Génération se fixe et se fixera une règle. Elle n'est pas toujours facile à tenir, croyez-moi. C'est de ne plus jamais, jamais, dans aucune circonstance, dire un mot trop haut, un mot trop fort qui compromettrait nos chances de nous réunir demain avec nos camarades, même quand ceux-ci n'ont pas la même attitude. Parce que je le dis, mes amis, les gauches irréconciliables, ce n'est pas simplement une erreur électorale. Les gauches irréconciliables, c'est ce qui pousse nos électorats, les hommes et les femmes qui se reconnaissent en nous, pour les uns à se sectariser, pour les autres à se droitiser, c'est-à-dire finalement à abandonner ce qui est le cœur de notre combat commun pour faire gagner la gauche et l'écologie. L'union, ça a été dit, c'est nécessaire mais pas suffisant, mais c'est un gage de crédibilité pour les classes moyennes et populaires, pour celles et ceux pour qui la politique n'est pas une distraction, une esthétique, mais un enjeu existentiel. Pour ceux qui, dans leur chair, vivent déjà le racisme et les discriminations et qui vivraient dans la victoire de l'extrême droite une profonde meurtrissure qui agirait jusque dans leur vie quotidienne. Pour ces mères célibataires qui n'arrivent pas à payer les factures, pour ces usagers des transports en commun entassés comme du bétail ou qui vivent trop loin des centres-villes pour se faire soigner, pour ces ouvriers d'ArcelorMittal et Chalut, Gaëtan Lecoq et leur courage qui attendent de nous que nous soyons rassemblés pour nationaliser la sidérurgie française et sauver leur génie productif et industriel. Pour les jeunes et leurs familles soumis à l'angoisse de Parcoursup, pour ma génération qui a la certitude qu'elle vivra moins bien que la précédente. Oui, nous devons dire aux Français que la majorité sociale du pays peut devenir majorité politique. Ce sera le premier acte et réclamer d'abord un gouvernement du nouveau Front populaire. Deuxième objectif, deuxième mission, réparer le pays. C'est le plus important, le plus urgent. Parce que j'entends dans ces appels au compromis, à dépasser les clivages, vous savez, ces grandes imbécilités qu'on nous sert depuis 2017, que finalement on pourrait se retrouver sur l'essentiel. Mais non, sur l'essentiel, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas une question de curseur, une question de mesurette. C'est une question de philosophie et de conception de la République. Nous considérons que l'égalité est la mère de toutes les batailles, que c'est le ciment de la République et de ses principes. Nous considérons, et c'est notre différence avec eux, que la France n'est pas malade d'un manque d'autorité,
ou de je ne sais quel fantasme d'un passé sublimé, mais qu'elle est malade d'un déficit d'égalité. Il n'y a pas de liberté possible dans un pays où 2159 enfants dormiront à la rue demain soir, veille de rentrée scolaire. Il n'y a pas de liberté totale dans un pays où les plus précaires, sous prétexte de responsabilité, sont en réalité humiliés, traqués, stigmatisés. Il n'y a pas de liberté dans un pays où la jeunesse ne peut pas conquérir pour elle-même son autonomie et sa dignité. Il n'y a pas de liberté pour un jeune au Val-Fouré chez moi qui est contrôlé 10 fois par la police à raison de la couleur de sa peau. Pas de liberté pour nos compatriotes musulmans quand le ministre de l'Intérieur se fait applaudir par une foule fanatisée au cri de « abat le voile ». Pas de liberté quand des milliers de familles se privent du départ en vacances chaque été. Pas de liberté quand une infime minorité de privilégiés accumule les richesses et s'accapare les ressources au mépris de l'intérêt général et de la morale la plus élémentaire. Et j'achève, mes camarades, en vous disant que c'est le troisième défi. Réparer, résister ne suffira pas. Nous allons engager un travail pour 2027. Nous en avons parlé avec Lucie pour tracer un chemin. Et moi, je le dis, nous sommes unitaires et nous serons unitaires pendant, avant et après la primaire. Et nous croyons qu'il faut y convaincre tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec mes camarades socialistes, et c'est une discussion que nous aurons pour dire de Ruffin à Glucksmann. Cela signifierait que Ruffin est le plus à gauche et Glucksmann le plus à droite. Je n'en sais rien, nous vérifierons. Nous disons que le périmètre du nouveau Front populaire, élargi à la société engagée, élargi à ces millions de citoyennes et de citoyens qui se fichent complètement de nos étiquettes politiques, est la solution, est la clé, et que c'est l'histoire de la gauche, et qu'il doit s'appuyer sur un mouvement social puissant, parce qu'aucune conquête républicaine et sociale dans ce pays n'a été arrachée seulement par la victoire électorale, indispensable certes, mais insuffisante face au pouvoir de l'argent et aux médias, contrôlés aujourd'hui par des milliardaires fascistes. Et mes camarades, je disais unité dans la primaire, et après la primaire, nous irons dans cette primaire avec des idées, avec des convictions, avec un message pour toutes et tous. Ce sera de dire qu'y compris après cette primaire, si tout le monde n'y est pas, il faudra aller parler avec tout le monde. Parce que nos compatriotes attendent de nous une candidature unique de la gauche et de l'écologie. Et s'il y en a qui ne se résignent pas, et s'il doit y en avoir des derniers qui à la veille du premier tour ne s'y résignent pas, ce sera nous. Alors dans cette primaire génération, tout unitaire qu'il est, ne mettra pas ses convictions dans sa poche et fera entendre sa voix. L'unité n'est pas l'uniformité et c'est heureux, c'est ce à quoi aussi nous aspirons ici. Nous voulons être la démocratie à laquelle nous aspirons pour le pays. Nous en sommes d'ailleurs la meilleure démonstration. Nous participons à ce débat avec quelques propositions. Pour défendre le juste échange, héritier des luttes altermondialistes et de la campagne du non de 2005, sans singer le protectionnisme nationaliste de Trump. Pour défendre la voie de la paix, celle qui veut que la France, et ça a été dit, refuse les ventes d'armes et l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël à l'heure où Netanyahou commet son génocide à Gaza. Pour un nouvel idéal européen, résolument pro-européen, qui reste à inventer, malgré tous les désaccords que nous avons avec l'orientation européenne. Parce que pour la génération de mes grands-parents, l'Europe, c'était la paix. Pour celle de mes parents, promesse trahie, c'était la prospérité. Quelle est la promesse faite à la génération de mon fils en Europe? Il nous faut, nous, construire la promesse européenne avec nos partenaires partout sur le continent, de la transition écologique, de l'harmonisation sociale, des nouvelles conquêtes démocratiques, de la conquête des libertés face aux GAFAM. Pour transformer radicalement la société, nous croyons que l'impératif écologique, les mutations du travail, des modes de vie, l'essor de l'intelligence artificielle qui va tout bouleverser, que la réalité de l'épuisement dans la société impose comme une évidence des réponses audacieuses. Le revenu universel d'existence, mon cher Benoît, la taxe robot, une nouvelle étape de réduction du temps de travail, de nouvelles conquêtes pour le temps libéré, un choc de démocratie économique et sociale, un déploiement d'autres modèles de production et de consommation, des propositions pour éradiquer la pauvreté, garantir la dignité, mettre fin à la rente et à l'absurde force de l'héritage dans le poids des discriminations sociales. Enfin, pour résister à la domination médiatique de l'extrême droite, en refusant d'utiliser son vocabulaire et en assumant une confrontation culturelle avec elle, en refusant de faire le tri entre ceux qui fuient la guerre et ceux qui fuient la misère. Et j'achève, ma camarade. J'achève par ces mots de Jaurès, ça nous mettra d'accord, qui disait « Le courage
c'est de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni même s'il lui réserve une récompense. Mes camarades, je ne sais pas en cet instant si nous aurons une récompense, pour qui sera la récompense, mais je sais que l'avenir de notre pays, de ses solidarités, de son pacte républicain, que l'union de la gauche et des écologistes, ce sont des causes suffisamment superbes pour qu'on y consacre toute son énergie et toute sa vie.